ne viens pas gâcher l'anniversaire de ta mère, m'a prévenu mon père. J'ai simplement souri et je suis parti. Cette nuit-là, les grands titres sont tombés, mon entreprise avait été vendue pour des millions. Tous les invités à la fête de maman ont vu la nouvelle. Chloé, ne songe même pas à venir ce soir. Maman n'a pas besoin que tu viennes gâcher son anniversaire. J'étais assise dans mon bureau au 23e étage surplombant le centre-ville de Lyon au coucher du soleil, tenant le téléphone éloigné de mon oreille tandis que la voix de mon père transperçait le haut-parleur. Son ton était froid, dédaigneux, comme s'il donnait des ordres à une subalterne. J'ai jeté un œil au contrat étalé sur mon bureau en acajou, des pages qui allaient transformer tout ce pourquoi j'avais travaillé ces 5 dernières années. La vente de mon entreprise, mon rêve, la preuve que j'étais bien plus que cette fille invisible qu'il faisait semblant de ne pas voir. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement dit, je comprends, papa. Et j'ai mis fin à l'appel. J'ai posé le téléphone, j'ai souri pour moi-même et j'ai pris mon stylo. L'horloge au mur indiquait 18h30. La fête commencerait dans 90 minutes. J'ai apposé ma signature sur la dernière page. Je suis resté assise dans mon bureau après avoir raccroché, fixant le contrat signé devant moi. Le silence semblait lourd, mais pas inconfortable. C'était le silence de la décision, de la clarté. J'ai pensé au chemin qui m'avait mené ici. Vision Tech Solutions, mon entreprise. Il y a 5 ans, ce n'était rien de plus qu'une idée griffonnée sur une serviette en papier dans un café. Un rêve que je portais en moi tout en cumulant 3 emplois pour payer les factures. Aujourd'hui, elle employait 87 personnes, occupait ce magnifique espace de bureau et venait d'être rachetée par le groupe Moro Technologies pour 47 millions d'euros. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai laissé mon esprit vagabonder vers mon enfance. J'avais 8 ans, debout dans la cuisine, mon bulletin scolaire serré dans mes petites mains, rempli d'excellentes notes. J'étais si fier. Mon frère Benoît, de 4 ans mon aîné, venait de montrer à papa son contrôle de maths avec un grand A entouré en rouge en haut de la page. Papa avait soulevé Benoît, l'avait fait tourner, lui avait dit qu'il était brillant. Quand j'ai montré mon bulletin, papa y a à peine jeté un coup d'œil. C'est bien, Chloé. Mais tu sais ce qui aiderait vraiment cette famille? Si tu apprenais à mieux cuisiner, maman aurait besoin d'aide en cuisine. Benoît doit se concentrer sur ses études. Je me souviens de la façon dont mon excitation s'est dégonflée comme un ballon qui perd son air. J'avais 8 ans. J'avais d'excellentes notes et tout ce qu'il voyait, c'était quelqu'un qui devait être en cuisine. Ce schéma s'est poursuivi tout au long de mon enfance. Benoît a été envoyé au lycée Fénelon, une école privée coûteuse avec les meilleurs professeurs et ressources. Je suis resté au collège public Jean Jaurès. Quand j'ai demandé pourquoi, papa a dit que les garçons avaient besoin de cet investissement, que ce sont eux qui soutiendraient une famille un jour. Tu te marieras, Chloé. Ton mari prendra soin de toi. Quand Benoît a voulu rejoindre le club de robotique, papa lui a acheté un kit à 500 €. Quand j'ai voulu rejoindre le club de codage, papa a dit que c'était une perte de temps pour les filles. Quand Benoît a eu son permis de conduire, papa lui a acheté une Honda d'occasion. Quand j'ai eu le mien, j'ai dû économiser l'argent de mes babysitting pour partager le vieux break de maman. Avance rapide jusqu'à il y a 5 ans. J'avais 27 ans, fraîchement diplômé d'une école de commerce, débordante d'une idée. J'avais développé des prototypes de logiciels pendant mes études supérieures, des outils de gestion simples mais efficaces pour les petites entreprises. J'avais besoin de 50 000 € pour en faire quelque chose de concret. Je me suis assise en face de papa dans son bureau, nerveuse mais pleine d'espoir. Je lui ai montré mon business plan, mon étude de marché, mes prévisions financières. Il n'a même pas fini de lire la première page. Chloé, c'est mignon, mais tu n'as pas ce qu'il faut pour diriger une entreprise. Les affaires exigent des décisions difficiles, de longues heures, une peau dure. Je ne veux pas gaspiller de l'argent sur quelque chose qui échouera en 6 mois. Ma réponse est non. 3 mois plus tard, Benoît est venu voir papa avec une idée de chaîne de restaurant. Benoît n'avait pas de diplôme en commerce, aucune expérience en restauration, juste de l'enthousiasme et le favoritisme de papa. Papa lui a fait un chèque de 200 000 € sur le champ. Sans intérêt, sans calendrier de remboursement, juste un cadeau déguisé en investissement. J'ai regardé la scène se dérouler. J'ai regardé les restaurants de Benoît lutter puis faire faillite les uns après les autres. En 2 ans, les 3 établissements étaient fermés. Papa n'a jamais demandé à être remboursé.
Il a appelé ça une expérience d'apprentissage, a dit que Benoît avait été courageux d'essayer. Pendant ce temps, j'avais présenté mon idée à une banque. Ils m'ont refusé 2 fois. À la 3e tentative, une conseillère de prénommée Janine a tenté sa chance avec moi en m'accordant un prêt pour petite entreprise de 20 000 € à 14% d'intérêt. Je travaillais comme barmaid la nuit, réceptionniste le jour, et je développais mon logiciel le week-end. Je dormais 4 heures par nuit. Je mangeais des nouilles instantanées pour le dîner. J'ai pleuré dans ma voiture plus de fois que je ne pourrais le compter. Mais j'ai construit quelque chose de réel, quelque chose qui fonctionnait. Maintenant, Benoît avait 36 ans, sans emploi, vivant de ce qui restait de la générosité de papa. Mais à chaque dîner de famille, papa le présentait toujours comme mon fils, l'entrepreneur. Pendant ce temps, quand les gens posaient des questions sur moi, papa changeait de sujet. Il ne savait pas ce que je faisais. Il n'a jamais demandé. J'aurais pu vendre des crayons dans la rue, il s'en serait moqué. J'ai de nouveau baissé les yeux sur le contrat. 47 millions d'euros. Le groupe Moreau Technologies, la 3e plus grande entreprise technologique de France, voulait ce que j'avais construit. Leur PDG, Grégoire Moreau, m'avait appelé il y a 3 semaines. Chloé, nous surveillons votre entreprise. Vous avez créé quelque chose de remarquable. Nous voulons intégrer VisionTech à notre portefeuille, et nous voulons que vous restiez en tant que conseillère principale. L'offre représentait plus d'argent que je n'en avais jamais imaginé. Mais il y avait une condition. Grégoire devait tout finaliser ce soir. J'ai une réunion du conseil d'administration demain matin à 8 heures, avait-il expliqué lors de notre dernier appel. Il faut que ce soit signé et annoncé avant. Pouvez-vous me rencontrer à 20 heures ce soir? J'ai pensé au timing. La fête d'anniversaire de maman commençait à 19 heures. Elle durerait jusqu'à 22 heures, connaissant la façon dont papa aimait se mettre en avant lors de ces événements. J'avais expliqué la situation à Grégoire. Je lui avais parlé de ma famille, du fait d'être exclu, de l'appel téléphonique que je savais imminent. Grégoire avait été compréhensif mais ferme. Chloé, je comprends que la famille soit compliquée, mais c'est la seule fenêtre que nous ayons. Si nous la manquons, l'affaire tombe à l'eau. Le conseil passera à d'autres acquisitions. C'est maintenant ou jamais. Alors, j'ai fait mon choix. J'ai d'abord appelé maman. Sa voix était chaleureuse quand elle a répondu, la seule chaleur que j'ai jamais ressentie de cette maison. Chérie, je suis tellement désolé pour ton père. J'ai entendu ce qu'il a dit. Je ne savais pas qu'il allait t'appeler. Je lui ai parlé de l'accord, de la réunion, du choix que je devais faire. Il y a eu un silence au bout du fil. Puis elle a parlé, la voix pleine d'émotion. Vas-y, ma chérie. C'est ton moment. Ne laisse personne te le voler. Je suis fier de toi. J'expliquerai tout aux invités. Mais avant que je puisse la remercier, j'ai entendu la voix de papa en arrière-plan. Qu'est-ce que tu lui racontes? Donne-moi ce téléphone. Il y a eu une bousculade. Puis la voix de papa est revenue, tranchante et en colère. Si tu ne viens pas ce soir, tu n'es plus ma fille. Tu me comprends? Tu vas détruire la journée spéciale de ta mère, et je ne te le pardonnerai jamais. J'ai pris une profonde inspiration. Je comprends, papa. Je dois y aller maintenant. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Mes mains tremblaient, mais pas de peur, de soulagement. Je me choisissais enfin. J'ai attrapé mon sac, jeté un dernier regard au contrat signé, et je suis sorti de mon bureau. Il était 19 heures. Les lumières de la ville commençaient à scintiller en contrebas. Mon téléphone a vibré avec un texto de Benoît. Tu fais la plus grosse erreur de ta vie. J'ai éteint mon téléphone et je me suis dirigé vers ma voiture. Le Dôme était l'un des meilleurs restaurants de Lyon, le genre d'endroit où des accords valant des millions se concluaient autour de steaks parfaitement cuits et de vin vieilli. Je suis arrivé à 19h30, mes talons claquant contre le sol en marbre tandis que l'hôtesse me conduisait à un salon privé à l'arrière. Grégoire Moreau était déjà là, assis en bout d'une longue table. Il s'est levé quand je suis entré, tendant la main avec un sourire chaleureux. « Chloé, merci d'être venue. Je sais que ce soir n'a pas été facile pour vous. » Grégoire avait 52 ans, des cheveux argentés et des yeux bleus perçants qui ne manquaient rien. Il avait bâti Morotech à partir d'une petite société de logiciels pour en faire un empire valant des milliards. À côté de lui se trouvait son directeur financier,
David Laurent, et leur avocate principale, une femme nommée Jennifer Lambert. L'ambiance dans la pièce était professionnelle mais accueillante. Grégoire a désigné le siège à côté de lui. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Passons en revue les derniers détails. Jennifer a ouvert un porte-document en cuir et l'a fait glisser sur la table. Voici l'accord final. Tout ce dont nous avons discuté s'y trouve. 40 millions d'euros payés immédiatement à la signature, 7 millions en rémunération basée sur la performance au cours des 2 prochaines années. Vous resterez conseillère principale pour un minimum d'1 an avec un salaire annuel de 250 000 euros. Après cela, vous serez libre de poursuivre d'autres projets ou de rester avec nous. Votre équipe conserve son emploi. Le nom de votre entreprise reste sur le produit. Vous conservez un droit de regard créatif sur les développements futurs. J'ai lu chaque page attentivement. C'était la plus grande décision de ma vie. Je ne pouvais pas me permettre de manquer quoi que ce soit, mais tout était exactement comme nous l'avions négocié, juste, généreux, respectueux. Grégoire m'a observé lire, patient et calme. Prenez votre temps. C'est le travail de votre vie. Vous devez être certaine. Quand j'ai atteint la dernière page, je l'ai regardée. Pourquoi voulez-vous autant mon entreprise? Il y a des firmes plus grandes. Nous ne sommes pas les seuls à faire des logiciels de gestion. Grégoire s'est adossé à sa chaise. Parce que vous avez construit quelque chose à partir de rien. Vous avez vu une lacune sur le marché que personne d'autre n'avait vue. Les petites entreprises ont besoin de logiciels abordables et intuitifs, et vous l'avez fourni. Mais plus que ça, vous avez de l'intégrité. Vos clients vous adorent. Vos employés sont loyaux. Ce genre de culture ne se produit pas par accident. C'est parce que la fondatrice s'en soucie. Nous voulons cet ADN dans notre entreprise. Ces mots signifiaient plus pour moi qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un en position de pouvoir voyait ma valeur. J'ai pris le stylo. L'horloge au mur indiquait 19h55. J'ai signé. Ma main tremblait légèrement. Pas de peur, mais d'émotion. 5 ans de nuit blanche. 5 ans de doutes et de luttes. 5 ans à me prouver à un monde qui s'attendait à ce que j'échoue. Tout se résumait à cette signature. Grégoire m'a serré la main. Félicitations, Chloé. Vous faites officiellement partie de la famille Morotech. David a souri et a versé du champagne dans 4 verres. À de nouveaux commencements. Nous avons levé nos verres et bu. Le champagne avait le goût de la victoire. Grégoire a jeté un œil à sa montre. Notre équipe de relations publiques diffuse le communiqué de presse en ce moment même. 20h pile. Il a ouvert son ordinateur portable et l'a tourné vers moi. J'ai vu le communiqué de presse à l'écran. Le titre disait « Le groupe Moro Technologies acquiert Vision Tech Solutions pour 47 millions d'euros ». En dessous, il y avait une photo de moi tirée du site web de notre entreprise, accompagnée d'un texte me décrivant comme une entrepreneuse visionnaire qui a transformé le paysage des logiciels pour petites entreprises. J'ai senti ma poitrine se serrer. C'était vraiment en train d'arriver. D'ici 15 minutes, ce sera sur Business Insider, TechCrunch et Bloomberg, a dit Grégoire. Votre vie est sur le point de changer. J'espère que vous êtes prête. J'ai pensé à la fête de maman qui se déroulait en ce moment même, à quelques kilomètres de là. J'ai pensé à papa, probablement en train de se vanter de Benoît auprès de ses amis, sans jamais me mentionner une seule fois. J'ai pensé au fait qu'aucun d'entre eux ne savait ce que j'avais accompli, jusqu'à maintenant. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, la fête battait son plein. La maison était décorée de ballons et de guirlandes, la table de la salle à manger couverte de nourriture et d'un grand gâteau. Environ 40 invités remplissaient l'espace, amis, famille, collègues du cabinet comptable de papa, voisins de la rue. Maman était assise dans le salon, souriant poliment pendant que les gens lui souhaitaient un joyeux anniversaire, mais je pouvais voir dans ses yeux qu'elle pensait à moi. Papa se tenait près de la cheminée, faisant la cour à un groupe d'hommes, Benoît à ses côtés. Mon frère était au milieu d'une histoire sur sa nouvelle idée d'entreprise, son dernier projet pour gagner de l'argent sans vraiment travailler. À 20h15, un homme nommé Thomas, l'un des associés de papa et PDG d'un petit cabinet de conseil, a sorti son téléphone pour vérifier ses messages. Ses yeux se sont écarquillés. Il a laissé échapper un son entre le hoquet et le rire. « Robert, savais-tu que ta fille vient de vendre son entreprise pour 47 millions d'euros ?» La pièce est devenue silencieuse.
Les gens se sont arrêtés au milieu de leur conversation. Les têtes se sont tournées vers Thomas. Le visage de papa est devenu blême. « De quoi tu parles ?» Thomas s'est approché et lui a montré l'écran de son téléphone. Juste là. C'est partout dans les nouvelles économiques. Chloé Dubois, PDG de Vision Tech Solutions, acquise par le groupe Moreau Technologies, 47 millions d'euros. La pièce a éclaté en chuchotement. Les invités ont sorti leur propre téléphone, cherchant frénétiquement la nouvelle. En quelques secondes, plusieurs personnes lisaient les mêmes titres, regardaient la même photo de moi. Je ne savais pas que Chloé avait une entreprise. 47 millions. C'est incroyable. Robert, pourquoi ne nous as-tu pas dit que ta fille avait autant de succès? Papa est resté figé, son visage devenant rouge. Il a essayé de parler, mais les mots ne venaient pas. L'expression confiante de Benoît s'est effondrée. Il avait l'air de s'être pris un coup de poing dans l'estomac. Finalement, papa a réussi à balbutier une réponse. Oui, eh bien, Chloé a fait du travail dans la tech. Je savais qu'elle était impliquée dans les logiciels, mais sa voix était faible, peu convaincante. Il était évident qu'il ne savait rien de mon entreprise, rien de mon succès. Les invités ont échangé des regards. Certains semblaient mal à l'aise, d'autres stupéfaits. Maman s'est levée de sa chaise, des larmes coulant sur son visage. Elle a levé son verre de vin. À ma fille Chloé, qui a réalisé son rêve malgré tout. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Quelques personnes ont levé leur verre et murmuré leur accord, mais l'ambiance dans la pièce avait changé. Ce n'était plus une célébration. C'était gênant, tendu, rempli de questions tacites. Papa s'est excusé et s'est dirigé rapidement vers son bureau. Je pouvais l'imaginer là, les mains tremblantes, en train de composer mon numéro. Mon téléphone, toujours éteint dans mon sac, n'a pas sonné, mais je savais qu'il essayait. De retour au restaurant, Grégoire et moi terminions notre champagne quand mon téléphone a soudainement vibré sous un déluge de messages. Je l'avais rallumé pour vérifier s'il y avait des affaires urgentes. 15 appels manqués de papa, 10 SMS. Je ne les ai pas lus. Au lieu de ça, mon téléphone a de nouveau sonné. Le nom de papa est apparu à l'écran. Je me suis excusé de table et j'ai répondu. La voix de papa a explosé dans le haut-parleur. Chloé, c'est quoi ce bordel? Tu nous as fait passer pour des imbéciles. Je suis sorti dans le couloir du restaurant, gardant ma voix calme. Je ne t'ai fait passer pour rien du tout, papa. J'ai juste vécu ma vie. Tu dois appeler la presse et leur dire que c'est faux. Dis-leur que l'accord est tombé à l'eau. Pourquoi ferais-je ça? C'est vrai. Parce que tu embarrasses cette famille. Les gens pensent qu'on ne t'a pas soutenu. J'ai fait une pause. Vous ne m'avez pas soutenu, papa. Comment oses-tu? Je veux que tu arranges ça tout de suite. Je suis désolé, papa. Je ne peux pas faire ça. Profitez bien de la fête de maman. J'ai raccroché. Grégoire se tenait dans l'embrasure de la porte, un air inquiet sur le visage. Des problèmes de famille? Quelque chose comme ça. Il a posé une main sur mon épaule. Pour ce que ça vaut, je pense que vous avez géré ça avec une grâce remarquable. Nous sommes retournés à table. David et Jennifer m'ont de nouveau félicité, et nous avons passé une autre heure à discuter des plans de transition et des calendriers. Quand j'ai quitté le restaurant, il était près de 22 heures. J'ai conduit jusqu'à chez moi dans les rues calmes de Lyon, l'esprit en ébullition. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer de messages. Papa, Benoît, des parents dont je n'avais pas entendu parler depuis des années qui voulaient soudainement renouer le contact. J'ai mis le téléphone en silencieux et je l'ai jeté sur le siège passager. En arrivant à mon petit appartement à la Croix-Rousse, je me suis versé un verre de vin et je suis resté près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Pour la première fois de toute ma vie, je me sentais libre. Libre du poids de leurs attentes. Libre du besoin de me prouver à des gens qui ne me verraient jamais. J'ai levé mon verre vers l'horizon. À moi. Je me suis réveillé le lendemain matin avec la lumière du soleil entrant à flot par la fenêtre de ma chambre. Pendant un instant, j'ai tout oublié. Puis j'ai attrapé mon téléphone et la réalité m'est revenue en pleine face. 342 emails non lus, 67 SMS, 23 messages vocaux. J'ai d'abord parcouru les emails. La plupart étaient des messages de félicitations de clients, de collègues, de contacts de l'industrie,
des mots chaleureux de personnes qui m'avaient vu construire VisionTech à partir de rien. Mais au milieu se trouvaient d'étranges emails de personnes que je ne connaissais pas, des demandes d'argent, des propositions d'investissement, des histoires larmoyantes de supposés parents éloignés dont je n'avais jamais entendu parler. Je les ai supprimés sans lire au-delà de la première ligne. Les réseaux sociaux étaient une autre histoire. La nouvelle de l'acquisition s'était répandue partout. La plupart des commentaires étaient positifs. Félicitations, inspirant, bien mérité. Mais il y en avait aussi des négatifs. Elle a probablement eu de la chance. Je parie que c'est l'argent de la famille qui a lancé son entreprise. Fille à papa qui essaie de se faire passer pour une self-made woman. J'ai fermé les applications. J'avais appris il y a longtemps à ne pas laisser les opinions d'inconnus me définir. Je me suis habillé et je suis allé au bureau. Aujourd'hui, j'annoncerai officiellement l'acquisition à mon équipe. Il méritait de l'entendre de ma bouche, pas d'internet. À 9h30, j'étais au milieu d'une réunion du personnel quand notre réceptionniste, Amandine, a frappé à la porte de la salle de conférence. Son visage semblait inquiet. « Chloé, je suis désolé de vous interrompre, mais votre père est là et il est très en colère. » Mon estomac s'est noué. Je me suis excusé et je suis allé à l'accueil. Papa se tenait près du bureau, le visage rouge et crispé de colère. Benoît était à côté de lui, les bras croisés, affichant la même expression arrogante qu'il avait portée toute notre vie. « Papa, qu'est-ce que tu fais ici ? Nous devons parler. Maintenant. » En privé. Je les ai conduits dans une petite salle de conférence et j'ai fermé la porte. Papa ne s'est pas assis. Il s'est tenu les mains sur la table, penché en avant comme s'il essayait de m'intimider. « Je vais aller droit au but, Chloé. Je veux ma part. » « Ta part de quoi ? » ? « L'argent de la vente. J'ai financé ton entreprise. Tu te souviens ? Je l'ai regardée, sincèrement confuse. Tu as financé quoi ? Tu as refusé de me donner un seul centime. Ce n'est pas comme ça que je m'en souviens. Je t'ai donné 50 000 € pour commencer. Je veux la moitié de ce que tu as gagné. La pièce a tourné. C'était insensé. Papa, tu m'as dit que j'allais échouer. Tu as dit non. J'ai le souvenir de ce refus aussi clairement qu'hier. Benoît s'est avancé. Et de toute façon, tu as volé mon idée d'entreprise. Je t'ai parlé de logiciel de gestion il y a 3 ans. Tu l'as prise et tu as bâti ton entreprise. Je n'en croyais pas mes oreilles. C'est de la folie. Vous mentez tous les deux. Le visage de papa s'est assombri. Surveille ton langage, jeune fille. J'ai des documents pour le prouver. Et Benoît a parlé à notre avocat. Tu as 2 choix. Donne-nous ce qui nous revient ou nous te poursuivrons en justice. Papa a sorti une enveloppe de sa mallette. Il l'a fait glisser sur la table. À l'intérieur se trouvait une mise en demeure du cabinet Cartier et Associés, un cabinet d'avocats du centre-ville. J'ai parcouru le document. Il demandait 23,5 millions d'euros, la moitié des 47 millions. La plainte citait une rupture d'accord verbal concernant l'investissement initial. C'est de la fraude. Vous ne m'avez jamais donné d'argent. Papa a croisé les bras. Prouve-le. Tu penses qu'un juge te croira plutôt que moi? Je suis un homme d'affaires respecté dans cette ville depuis 30 ans. Les gens connaissent mon nom. Que as-tu, toi? Une start-up de 5 ans, a ajouté Benoît. Et j'ai des emails où nous discutions de l'idée du logiciel. Tu as pris mon concept et tu es parti avec. J'ai senti mes mains trembler. Sortez de mon bureau. Papa s'est penché plus près. Tu as 48 heures pour répondre. Après ça, ça devient public. Imagine ce que la presse dira. Une PDG à succès accusée de voler sa propre famille. Ta réputation sera détruite. Ils sont partis sans un mot de plus. Je suis resté seul dans la salle de conférence, le cœur battant. J'ai immédiatement appelé Amélie Durand, l'avocate de mon entreprise. Elle était avec moi depuis le début, l'une des rares personnes en qui j'avais entièrement confiance. J'ai tout expliqué. Amélie a écouté attentivement, puis a soupiré. Chloé, c'est une tentative d'extorsion. Mais le problème, c'est que les accords verbaux sont difficiles à réfuter. As-tu des documents montrant que tu n'as pas reçu d'argent de sa part? J'ai des relevés bancaires. J'ai contracté un prêt auprès de la Banque nationale.
Tout est enregistré. C'est bien. Mais il pourrait prétendre qu'il t'a donné de l'argent liquide. Sans trace écrite, ça devient parole contre parole. Et la plainte de Benoît? S'il a des emails mentionnant des logiciels de gestion, même vaguement, ça pourrait créer un doute. Pas qu'il gagnerait, mais ça brouille les pistes. Puis Amélie a annoncé la pire nouvelle. Il y a un autre problème. Ce genre de procès pourrait déclencher des clauses dans ton contrat de vente avec Morotech. S'il y a une incertitude juridique sur la propriété, il pourrait avoir des raisons de retarder le paiement ou même de réduire le prix d'achat. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Tu veux dire que je pourrais perdre l'accord? C'est possible. Je vais contacter leur équipe juridique aujourd'hui. Mais Chloé, tu dois te préparer au pire. Cet après-midi-là, j'ai reçu un lien d'Amélie. Quelqu'un avait divulgué l'histoire à la presse. Le titre disait « Drame familial derrière la Success Story Tech, père et frère portent plainte contre la PDG de Vision Tech ». L'article citait des sources anonymes proches de la famille, affirmant que j'avais utilisé des fonds familiaux pour démarrer mon entreprise et que je refusais de les rembourser. La section des commentaires a explosé. Certains me défendaient. D'autres supposaient ma culpabilité. Une famille ne ment pas sur de l'argent comme ça. Il doit y avoir une part de vérité. Il n'y a pas de fumée sans feu. Le soir, le hashtag Scandale Vision Tech était en tendance sur X, Twitter. J'ai regardé ma réputation, bâtie sur 5 ans de travail acharné, commencer à s'effondrer en temps réel. Puis mon téléphone a sonné. Grégoire Moreau. Sa voix était sérieuse. Chloé, nous devons parler. Le conseil a vu les nouvelles sur le procès. Je me suis senti mal. Et ils sont inquiets. Si votre père peut prouver qu'il a financé l'entreprise, il pourrait y avoir des complications de propriété. Nous pourrions devoir suspendre le paiement final. Pour combien de temps? Ça pourrait être des mois, peut-être plus. J'ai fermé les yeux. C'était exactement ce que papa voulait, détruire tout ce que j'avais construit. Non pas parce qu'il méritait de l'argent, mais parce qu'il ne supportait pas de me voir réussir là où Benoît avait échoué. J'ai remercié Grégoire et promis de le tenir informé. Puis je me suis assise dans mon bureau alors que le soleil se couchait, regardant les lumières de la ville s'allumer. J'ai pensé à abandonner, à régler ça à l'amiable juste pour que ça s'arrête. Mais ensuite, je me suis souvenu de chaque fois que papa m'avait rabaissé. Chaque fois qu'il avait favorisé Benoît, chaque fois qu'il m'avait fait me sentir petite. Et je me suis mise en colère, vraiment en colère. Je n'allais pas les laisser me prendre ça. J'ai commencé à faire des recherches sur l'avocat représentant papa et Benoît, le cabinet Cartier et Associés. L'associé principal sur l'affaire était un homme nommé Dylan Cartier. Le nom me disait quelque chose. J'ai cherché dans mes anciens emails et je l'ai trouvé. Il y a 3 ans, Dylan m'avait contacté pour investir dans Vision Tech. Il avait offert 100 000 € pour 60% de mon entreprise. C'était une offre insultante et j'avais poliment décliné. Dylan m'avait rappelé, en colère. Vous le regretterez, Chloé. Je m'en assurais. J'avais pensé qu'il se défoulait juste. Maintenant, je comprenais. Ce n'était pas à propos de papa ou de Benoît. C'était une vengeance. Dylan avait trouvé ma situation familiale vulnérable et l'avait exploitée. Il avait probablement approché Benoît en premier, lui offrant de l'aider à obtenir de l'argent de ma part, puis avait entraîné papa dans le complot. C'était plus qu'un différend familial. C'était une attaque calculée. Le lendemain matin, j'avais une réunion prévue au siège de Morotech. Je suis arrivé à 8 heures, traversant le hall d'entrée en verre élégant jusqu'à l'étage de la direction. L'assistante de Grégoire m'a conduite à une salle de conférence où Grégoire, Jennifer Lambert et le directeur financier David Laurent attendaient. L'atmosphère était différente de notre dîner de célébration. Pas de sourire, pas de champagne, juste des visages sérieux et des ordinateurs portables fermés. Grégoire m'a fait signe de m'asseoir. Chloé, merci d'être venue. Je serai direct. Notre conseil s'est réuni ce matin. Ils sont nerveux à propos du procès. Jennifer a ouvert un dossier. Si votre père peut prouver qu'il a fourni le financement initial, il pourrait avoir une revendication légitime sur une partie de la propriété de Vision Tech. Cela pourrait compliquer notre acquisition. J'ai sorti mon propre dossier. J'ai des relevés bancaires montrant que je n'ai jamais reçu d'argent de sa part.
J'ai contracté un prêt de 20 000 € auprès de la Banque nationale. Tout est documenté. Jennifer a hoché la tête. Je vous crois. Mais les batailles juridiques prennent du temps. Et en affaires, la perception compte autant que la vérité. Nos actionnaires nous observent. Si cela devient une affaire judiciaire prolongée, le cours de notre action pourrait être affecté. David a pris la parole. Nous n'annulons pas l'accord, Chloé. Mais nous devons nous protéger. Nous mettons la seconde moitié du paiement en attente jusqu'à ce que cela soit résolu. J'ai senti ma poitrine se serrer. Pour combien de temps? Grégoire semblait mal à l'aise. Ça pourrait être des mois, peut-être un an. Un an. J'ai des employés qui comptaient sur des primes de cet accord. J'ai des investisseurs qui attendent leur retour. Nous comprenons. Mais nous ne pouvons pas nous exposer à un risque juridique. Ce sont les affaires. Nous avons passé 30 minutes de plus à passer en revue les plans de secours. 20 millions de mon accord de 47 millions seraient bloqués indéfiniment. Après impôts et remboursement de mes investisseurs initiaux et de mes prêts bancaires, je n'avais accès qu'à environ 10 millions d'euros. Une somme toujours considérable, mais pas ce que j'avais prévu. Je suis sorti de cette réunion avec l'impression que les murs se refermaient sur moi. De retour à mon bureau, j'ai convoqué une réunion d'urgence avec mon équipe de direction. Mon directeur technique, Nathan Brox, ma responsable des ventes, Madison Cooper, et ma directrice des opérations, Lorraine, étaient assis autour de la table, tous l'air inquiets. J'ai expliqué la situation aussi honnêtement que possible. L'acquisition a toujours lieu, mais il y a une complication juridique. Une partie de notre paiement est retardée. Personne ne perdra son emploi. L'entreprise est en sécurité, mais je voulais que vous l'entendiez de ma part. Nathan s'est penché en avant. Est-il vrai que votre famille prétend avoir financé l'entreprise? Non, ce n'est pas vrai. C'est un procès sans fondement, et je vais me battre. Mais en attendant, les affaires continuent comme d'habitude. La réunion s'est terminée, mais j'ai vu le doute dans les yeux de certains. Ça faisait plus mal que tout ce que papa avait dit. C'étaient des gens qui avaient cru en moi, qui avaient travaillé à mes côtés dans les moments les plus difficiles. Maintenant, ils se demandaient si j'avais été honnête avec eux. Cet après-midi-là, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu. Une voix d'homme, douce et froide. Bonjour, Chloé. C'est Dylan Cartier. J'aurais dû savoir que vous étiez derrière ça. Derrière quoi? Je représente juste des clients qui ont des revendications légitimes. Mon père ne m'a jamais donné d'argent. Vous le savez. Pouvez-vous le prouver? Parce que j'ai des relevés bancaires montrant un retrait de 50 000 € de son compte. La même semaine où vous avez enregistré votre entreprise. Peut-être qu'il a donné cet argent à quelqu'un qui vous l'a donné. Peut-être que c'était en espèces. Le fait est qu'il y a un doute raisonnable. J'ai serré le téléphone plus fort. Que voulez-vous, Dylan? Je vous ai dit il y a 3 ans que vous regretteriez de m'avoir dit non. Mais je suis raisonnable. Annulez la vente à Morotech. Vendez à mon groupe d'investissement à la place. Nous paierons 30 millions, tout en liquide, sans poser de questions. Le procès disparaît. Vous essayez de voler mon entreprise. Je vous offre une porte de sortie. 24 heures pour décider. Après ça, les choses empireront beaucoup. Oh, et Chloé, vérifiez vos emails. Je vous ai envoyé quelque chose d'intéressant. Il a raccroché. J'ai ouvert mes emails avec des mains tremblantes. L'objet disait « Preuve pour le tribunal ». En pièces jointes se trouvaient des documents scannés, un reçu montrant le retrait de 50 000 € de mon père, daté de la semaine exacte où j'ai enregistré Vision Tech, un accord de prêt manuscrit avec ce qui ressemblait à ma signature en bas, des captures d'écran de mai entre Benoît et moi discutant d'idées de logiciels de gestion. J'ai su immédiatement que tout était faux. L'accord de prêt était un faux. Les emails étaient truqués. Mais ils semblaient convaincants. Un jury pourrait les croire. J'ai appelé Amélie. Elle a examiné les documents à distance pendant que je restais au téléphone. Ceci pourrait être fabriqué, mais le prouver prendra du temps et de l'argent. Des témoins experts, des analyses forensiques. Pendant ce temps, le procès avance. Que dois-je faire? Nous pourrions nous battre, mais ce sera cher, public et désordonné. Ou vous pourriez envisager un règlement à l'amiable.
Régler à l'amiable signifie leur donner de l'argent qu'ils ne méritent pas, je sais, mais c'est peut-être l'option la plus sûre. Pendant que nous parlions, mon téléphone a commencé à exploser de notifications. J'ai vérifié les réseaux sociaux. Des centaines de nouveaux commentaires, tous négatifs. De faux comptes publiaient des choses comme « Chloé Dubois est une fraude. Elle a volé sa propre famille. » Milléniale typique et arrogante. Les attaques étaient coordonnées, implacables. Quelqu'un avait engagé une armée de trolls pour détruire ma réputation. Je savais que c'était Dylan. C'était de la guerre psychologique. Le soir, 3 de mes clients de longue date m'avaient envoyé des emails pour discuter de la controverse. Ils s'inquiétaient de la mauvaise publicité affectant leurs propres entreprises. J'ai passé 2 heures au téléphone à les rassurer, mais je pouvais entendre le doute dans leur voix. Un client, un homme qui était avec nous depuis le début, a dit « Chloé, je veux vous croire, mais ça ne sent pas bon. Peut-être devrions-nous suspendre le renouvellement de notre contrat jusqu'à ce que les choses se calment. » Cette nuit-là, je me suis assise seule dans mon appartement avec une bouteille de vin et un carnet vierge. J'essayais de trouver ma prochaine action quand on a sonné à la porte. J'ai regardé par le Judas. Ma mère se tenait là, le visage bouffi et rouge d'avoir pleuré. J'ai ouvert la porte. Maman, Marguerite, est entrée et m'a immédiatement serré dans ses bras. « Ma chérie, je dois te dire quelque chose. Je ne peux plus me taire. » Nous nous sommes assises sur mon canapé. Maman se tordait les mains sur ses genoux, l'air plus âgé que je ne l'avais jamais vu. « Ton père ment. Je sais qu'il ment. Ces 50 000 €, il les a retirés pour payer des dettes de jeu. Il joue depuis des années. Je viens de le découvrir le mois dernier. » Du jeu? Oui. Poker en ligne, paris sportif, voyage au casino d'Aix-les-Bains. Il a perdu plus de 300 000 €. C'est pour ça qu'il fait ça. Il a besoin de ton argent pour couvrir ce qu'il doit. J'ai eu l'impression qu'on me jetait de l'eau froide dessus. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? J'avais peur de lui, de ce que cela signifierait pour notre mariage. Mais je ne peux pas le regarder te détruire. Je témoignerai au tribunal s'il le faut. Je leur dirai la vérité. J'ai serré ma mère fort dans mes bras. Merci. Mais tu sais ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Si tu témoignes contre papa, votre mariage est terminé. Elle s'est reculée et m'a regardé dans les yeux. Certaines choses sont plus importantes qu'un mauvais mariage. Tu es ma fille. J'aurais dû te protéger il y a des années. Après le départ de maman, je suis resté éveillé, fixant le plafond. J'avais un choix à faire, céder aux exigences de Dylan et repartir avec moins d'argent mais un peu de paix, ou me battre, risquer de tout perdre et potentiellement détruire ce qui restait de ma famille. Le choix facile était de régler à l'amiable, de prendre les 30 millions du groupe de Dylan et de continuer ma vie. Mais chaque fois que je pensais à abandonner, je me souvenais d'avoir 8 ans avec d'excellentes notes que personne n'a célébrées. Je me souvenais d'avoir cumulé 3 emplois pour financer mon rêve pendant que Benoît obtenait tout sur un plateau. Je me souvenais de l'appel téléphonique me disant de ne pas venir à l'anniversaire de maman parce que je le gâcherais. Non, je n'allais pas abandonner. Pas cette fois. À 6 heures du matin, j'ai appelé ma meilleure amie de l'université, Sarah Martin. Sarah et moi avions été colocataires à l'université de Lyon, nous étions restés proches au fil des ans, même si nos carrières avaient pris des chemins différents. Elle était maintenant associée principale chez Martin et Associés, l'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux de Lyon, spécialisé dans la criminalité en col blanc et la fraude d'entreprise. Sarah, j'ai besoin de ton aide. Ce n'est pas juste un procès familial. Il se passe quelque chose de beaucoup plus grand. Nous nous sommes retrouvés pour un café à 7 heures. J'ai tout déballé. Dylan Cartier, les faux documents, l'attaque coordonnée sur les réseaux sociaux, la pression de Morotech. Sarah a écouté attentivement, prenant des notes sur sa tablette. Ça ressemble à de la fraude, de l'extorsion et de la conspiration. Si nous pouvons prouver que Dylan a fabriqué des preuves, il perdra sa licence d'avocat et fera face à des accusations criminelles. Comment le prouvons-nous? Nous enquêtons. Et je sais exactement qui appeler. 2 heures plus tard, j'étais assise dans un petit bureau au-dessus d'un restaurant thaïlandais à la Croix-Rousse. Marc Fournier était un ancien agent de la DGSI qui avait pris sa retraite il y a 5 ans pour créer sa propre agence d'investigation. Il avait la cinquantaine, des cheveux gris et des yeux perçants qui semblaient voir à travers les gens. Sarah avait travaillé avec lui sur plusieurs affaires.
Si quelqu'un pouvait trouver la vérité, c'était Marc. J'ai tout expliqué à nouveau. Marc s'est adossé à sa chaise. La première chose que nous devons faire est de vérifier ces relevés bancaires que Dylan possède. Je vais vérifier auprès de la banque de votre père. Obtenir les véritables registres de transactions. Si ce retrait a eu lieu, nous verrons où l'argent est vraiment allé. Je veux aussi enquêter sur le passé de Dylan. Les hommes comme lui ne se réveillent pas un jour en commençant à falsifier des documents. Il y a généralement un schéma. Donnez-moi 48 heures. Fidèle à sa parole, Marc m'a appelé 2 jours plus tard. J'ai trouvé quelque chose. Vous devez voir ça. Je suis allé à son bureau. Marc m'a tendu un dossier épais. Dylan Cartier a un passé. Il y a 4 ans, il a été poursuivi par un fondateur de start-up nommé Jason Wells. La plainte portait sur une fausse déclaration frauduleuse et une manipulation de contrat. Dylan avait essayé de forcer Jason à vendre son entreprise en créant de faux problèmes juridiques. L'affaire s'est réglée à l'amiable pour 200 000 €, mais le schéma est identique à ce qu'il vous fait. Marc a continué, Dylan a également été réprimandé par l'Ordre des avocats de Lyon il y a 2 ans pour pratiques contraires à l'éthique. S'il se fait prendre à faire quelque chose d'illégal à nouveau, il perd sa licence de façon permanente. Ce type est désespéré. Il a besoin d'une grande victoire pour restaurer sa réputation, et vous êtes sa cible. Mais voici la partie vraiment intéressante. J'ai retracé les registres financiers. Votre frère Benoît a reçu un virement de 50 000 € du compte personnel de Dylan il y a 6 mois. Dylan planifiait cela bien avant que l'accord avec Morotech ne soit annoncé. J'ai regardé les documents devant moi. Il m'a tendu un piège. Exactement. Et il y a plus. J'ai suivi la piste de ce retrait de 50 000 € du compte de votre père. Il n'est pas allé à vous. Il est allé au casino d'Aix-les-Bains. Votre père l'a utilisé pour rembourser une ligne de crédit qu'il avait là-bas. J'ai les registres du casino pour le prouver. C'était la preuve dont j'avais besoin. Merci, Marc. Continuez à creuser. Je veux tout savoir sur Dylan Cartier. Pendant ce temps, Sarah avait engagé une experte en documents forensiques nommée Dr Patricia Morin. Patricia était une experte qui avait témoigné dans des dizaines d'affaires très médiatisées. Elle a analysé l'accord de prêt que Dylan prétendait que j'avais signé. Après 3 jours, elle a appelé avec les résultats. Chloé, ce document est définitivement un faux. L'encre utilisée pour votre signature ne correspond pas à l'encre du corps du document. Composition chimique différente. De plus, j'ai effectué des tests sur le papier. Il est trop récent. Le document prétend avoir 5 ans, mais le papier a été fabriqué il y a 18 mois. Il y a aussi des preuves microscopiques que votre signature a été copiée numériquement d'un autre document et imprimée sur celui-ci. Cela ne tiendrait dans aucun tribunal. Sarah a souri quand je lui ai dit. C'est une preuve solide. Maintenant, nous devons juste prouver que Dylan l'a créé. Sarah a demandé à sa spécialiste en informatique d'analyser les métadonnées des emails envoyés par Dylan, montrant des conversations entre moi et Benoît. La spécialiste, une jeune femme nommée Alice Hubert, m'a appelé le lendemain. Ces emails ont été modifiés. Je peux voir plusieurs cas où du texte a été ajouté ou changé après les horodatages originaux. Celui qui a fait ça n'a pas été très prudent. Il a laissé des empreintes digitales partout. Pouvez-vous le prouver au tribunal? Absolument. Je peux montrer exactement quand et comment chaque modification a été faite. Marc a poursuivi son enquête sur Dylan et Benoît. Il a mis Benoît sous surveillance, le suivant pendant 3 jours. Le 3e jour, Benoît a rencontré Dylan dans un café du centre-ville de Lyon. Marc s'est positionné à une table voisine avec un microphone directionnel. La qualité de l'enregistrement était claire. J'ai écouté avec Sarah dans son bureau. La voix de Benoît est venue en premier, nerveuse et incertaine. Dylan, et si ça ne marche pas? Et si elle prouve que tout est faux? La réponse de Dylan était froide, calculée. Elle ne le fera pas. J'ai couvert toutes les bases. Et même si elle essaie, le processus prendra des mois. D'ici là, Morotech sera parti et sa réputation sera détruite. Elle sera désespérée. C'est à ce moment-là que nous interviendrons avec une offre de règlement assez basse pour qu'elle l'accepte juste pour mettre fin à la douleur. Benoît a demandé, et j'aurai ma part. Tu auras 50 000 € comme convenu. 50 000?
Mais tu as dit que j'aurais la moitié de ce que nous gagnerions d'elle. Dylan a ri. Les plans changent, Benoît. Sois reconnaissant d'avoir quelque chose. Sans moi, tu n'es qu'un propriétaire de restaurant raté sans rien à montrer pour ta vie. L'enregistrement confirmait tout. Benoît était utilisé, manipulé par quelqu'un de plus intelligent et de plus impitoyable. J'ai presque eu pitié de mon frère. Presque. Marc avait une dernière information. J'ai examiné les dettes de jeu de votre père. Il s'avère que le casino où il doit de l'argent est partiellement détenu par un groupe d'investissement. Devinez qui est un associé silencieux? Dylan Cartier. Il a laissé votre père accumuler des dettes, puis lui a proposé de les effacer en échange de sa coopération dans le procès. Tout cela était un montage depuis le début. Je me suis assise dans le bureau de Sarah, entourée de preuves, documents falsifiés, emails modifiés, confessions enregistrées, preuves du passé de Dylan, preuves de la conspiration. Nous avions tout ce dont nous avions besoin pour détruire Dylan au tribunal. Mais Sarah avait une suggestion différente. Nous pourrions aller au procès et gagner. Mais les procès prennent du temps, de l'argent et de l'énergie émotionnelle. Ou nous pourrions rendre cela public, tenir une conférence de presse, présenter toutes les preuves en même temps, laisser le tribunal de l'opinion publique travailler en notre faveur, forcer Dylan à reculer avant que cela n'atteigne jamais une salle d'audience. C'était risqué. Si nous rendions cela public et que nous ne parvenions pas à convaincre les gens, les dommages seraient permanents. Mais si nous réussissions, Dylan serait fini. Sa carrière d'avocat serait terminée. Le procès s'effondrerait, et je retrouverais ma réputation. J'y ai réfléchi moins d'une minute. Faisons-le. Programmons la conférence de presse dans 3 jours. Sarah a souri. J'espérais que vous diriez ça. Nous avons programmé la conférence de presse pour le vendredi après-midi à l'hôtel Sofitel Bellecour, un lieu neutre et professionnel avec de l'espace pour les médias. Le cabinet de Sarah s'est occupé de toute la logistique. Nous avons envoyé des invitations à tous les principaux médias. Le Monde, Le Figaro, Les Échos, Business Insider, TechCrunch, Bloomberg. L'invitation était intentionnellement vague, la PDG de Vision Tech, Chloé Dubois, s'exprimera sur les récentes allégations et présentera de nouvelles preuves. En quelques heures, près de 50 journalistes ont confirmé leur présence. Dylan m'a appelé le matin de la conférence de presse. Sa voix était tendue, à peine maîtrisée. Si vous allez jusqu'au bout, Chloé, je vous détruirai d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. J'ai gardé ma voix calme. Vous avez déjà essayé, Dylan. Maintenant, c'est mon tour. On se voit là-bas. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. J'ai également contacté ma mère. J'ai expliqué le plan. Maman, je vais dire la vérité publiquement sur Dylan, sur le jeu de papa, sur tout. J'ai besoin que tu sois là. J'ai besoin que tu confirmes ce que tu m'as dit. Marguerite est restée silencieuse un long moment. Si je fais ça, ton père ne me le pardonnera jamais. Notre mariage sera terminé. Je sais. Et je ne vais pas te forcer. Mais c'est plus que juste moi. Papa a besoin d'aide. Il est manipulé par un homme dangereux. C'est peut-être le réveil dont il a besoin. Maman a accepté de venir. Puis j'ai fait quelque chose que je ne m'attendais pas à faire. J'ai appelé mon père. Papa a répondu à la 2e sonnerie. Que veux-tu, Chloé? Je tiens une conférence de presse demain à 14 h. Je vais présenter des preuves que Dylan Cartier a falsifié des documents et t'a manipulé pour ce procès. Je vais parler à tout le monde des dettes de jeu. Tu as le choix. Tu peux venir et dire la vérité toi-même, ou tu peux me laisser la raconter pour toi. Il y a eu un long silence. Puis la voix de papa, plus petite que je ne l'avais jamais entendue. Il a dit qu'il me ruinerait si je ne coopérais pas, je sais, papa. C'est pour ça que ça doit cesser. Viens demain, arrange ça. Pour toi, pour maman, pour notre famille. J'ai raccroché, ne sachant pas s'il viendrait vraiment. Vendredi est arrivé. J'ai mis mon tailleur bleu marine le plus professionnel, celui que je portais pour les réunions importantes avec les clients. Sarah m'a retrouvé dans le hall de l'hôtel à 13h30. Nous avons revu le plan une dernière fois. Je parlerai en premier, exposant la chronologie. Puis le docteur Patricia Morin présenterait ses preuves forensiques. Puis Alice Hubert expliquerait la manipulation des emails. Puis Marc Fournier partagerait les conclusions de son enquête.
Enfin, nous diffuserions l'enregistrement de Dylan et Benoît. Si maman venait, elle parlerait du jeu de papa. Si papa venait, il pourrait raconter sa propre histoire. À 14 heures, je suis entré dans la salle de conférence. Elle était bondée. Des caméras bordaient le mur du fond. Les journalistes remplissaient chaque siège. Carnet et enregistreur prêts. J'ai vu Dylan assis au 3e rang, les bras croisés, le visage rouge. Benoît était assis à côté de lui, l'air de vouloir disparaître. Je n'ai vu ni papa ni maman. Mon cœur s'est un peu serré, mais je comprenais. C'était difficile pour eux. Je me suis avancé vers le podium. La salle est devenue silencieuse. Merci à tous d'être venus. Je suis ici aujourd'hui pour répondre aux allégations portées contre moi et pour exposer la vérité derrière ce procès. J'ai commencé par le début, mon enfance, la façon dont papa favorisait Benoît, la façon dont j'étais ignoré et sous-estimé. Puis mon parcours pour construire Vision Tech, les prêts bancaires, le rejet de mon père quand j'ai demandé de l'aide, les 3 emplois que j'ai cumulés pour financer mon rêve. J'ai montré des relevés bancaires sur l'écran derrière moi, prouvant que chaque euro que j'ai emprunté venait de la Banque nationale, pas de la famille. Puis j'ai présenté le docteur Patricia Morin. Elle s'est avancée et a présenté son analyse en termes scientifiques clairs. Ce document prétendant être un accord de prêt est un faux. Le papier est trop récent. L'encre ne correspond pas. La signature a été copiée d'une autre source et placée numériquement sur ce document. Les journalistes prenaient des notes frénétiquement. J'ai vu Dylan bouger mal à l'aise sur son siège. Ensuite est venue Alice Hubert. Elle a montré des comparaisons côte à côte des emails originaux et des versions truquées que Dylan avait soumises. Vous pouvez voir ici où du texte a été ajouté 6 mois après la date de l'email original. Les métadonnées ne mentent pas. Ces emails ont été manipulés pour créer un faux récit. Plus de prises de notes, plus de flashs d'appareils photo. Marc Fournier a présenté son enquête. Dylan Cartier a un historique de ce comportement. Il a été poursuivi il y a 4 ans pour des tactiques similaires contre un autre fondateur de start-up. Il a été réprimandé par l'Ordre des avocats de Lyon. Il planifie cette attaque depuis des mois, utilisant la dynamique familiale de Chloé comme levier. Puis Marc a révélé le lien entre Dylan et le casino où mon père devait de l'argent. Dylan a délibérément piégé Robert Dubois dans des dettes, puis l'a fait chanter pour qu'il participe à ce procès frauduleux. Enfin, j'ai joué l'enregistrement de Dylan et Benoît au café. La salle était silencieuse comme la mort alors que la voix de Dylan résonnait dans les haut-parleurs, avouant tout le complot. Quand ce fut terminé, les journalistes ont éclaté de questions. J'ai levé la main. Il y a une autre personne que j'aimerais que vous entendiez. Ma mère. Les portes au fond de la salle se sont ouvertes. Maman est entrée, les mains tremblantes, mais le visage déterminé. Elle s'est dirigée vers l'avant. J'ai pris sa main et l'ai guidée vers le microphone. Marguerite Dubois s'est tenue devant les caméras et a dit la vérité. Mon mari a un problème de jeu. Il se bat depuis des années, et je ne le savais pas jusqu'à récemment. Dylan Cartier a exploité cela, a proposé d'effacer ses dettes en échange de son aide dans ce procès frauduleux. Ma fille ne nous a jamais pris un centime. Tout ce qu'elle a, elle l'a gagné par son travail acharné et ses sacrifices, et je suis fier d'elle. Des larmes coulaient sur son visage. J'aurais dû parler plus tôt. J'aurais dû te protéger, Chloé. Je suis désolé. Je l'ai serrée dans mes bras, toutes les deux en larmes. La salle pleine de journalistes endurcis semblait émue. Plusieurs d'entre eux avaient aussi les larmes aux yeux. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Les portes se sont de nouveau ouvertes. Mon père est entré. Il avait l'air terrible. Son costume était froissé. Son visage était pâle et tiré. Il a marché lentement vers l'avant de la salle. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Papa a pris le microphone avec des mains tremblantes. Je dois dire quelque chose. Tout ce que ma fille a dit est vrai. J'ai menti. Dylan Cartier m'a menacé. Il m'a dit qu'il exposerait mes dettes, ruinerait ma réputation professionnelle, détruirait ma vie si je ne l'aidais pas à poursuivre Chloé. Sa voix s'est brisée. J'ai été un père terrible. J'ai sous-estimé ma fille toute sa vie. J'ai favorisé mon fils parce que c'est ce que je pensais que les pères devaient faire. Mais j'avais tort. Quand Chloé a réussi, je me suis senti menacé. Au lieu d'être fier, j'ai essayé de m'en attribuer le mérite.
Et quand Dylan m'a offert une issue pour mes dettes, je l'ai saisie, même si cela signifiait blesser mon propre enfant. Papa s'est tourné pour me faire face directement. Je ne mérite pas ton pardon, mais je veux que tout le monde ici sache la vérité. Chloé Dubois a bâti son entreprise avec rien d'autre que de la détermination et de la brillance. Elle ne me doit rien. C'est moi qui lui dois tout. Des excuses, du respect, de l'amour. Et je retire ce procès immédiatement. Il s'est effondré en larmes. La salle a éclaté en applaudissements. Je suis resté figé un instant, puis je me suis approché et j'ai serré mon père dans mes bras. C'était le premier vrai câlin que nous partagions depuis des décennies. La conférence de presse s'est terminée avec Sarah annonçant que nous avions déposé des plaintes pénales contre Dylan Cartier auprès du procureur de la République. Les charges incluaient la fraude, la falsification, l'extorsion et la conspiration. En 24 heures, Dylan a été contacté par la police. En une semaine, l'Ordre des avocats de Lyon a suspendu sa licence en attendant l'enquête. 2 semaines plus tard, il était arrêté. Sa carrière était terminée. Quant à Benoît, je l'ai rencontré en privé quelques jours après la conférence de presse. Il s'est excusé, sincèrement cette fois. J'étais jaloux. J'étais amer. Dylan m'a dit que c'était ma chance de réussir enfin. Et je l'ai cru parce que je voulais y croire. Je suis désolé, Chloé. Je lui ai pardonné, mais j'ai aussi clairement indiqué que les choses devaient changer. Je t'aiderai à trouver un vrai travail, Benoît, mais tu devras le mériter. Plus de cadeaux. Plus de raccourcis. Il a accepté. Grégoire Moreau m'a appelé le lendemain de la conférence de presse. Chloé, c'était l'une des choses les plus impressionnantes que j'ai jamais vues. Vous avez géré cela avec une force et une grâce incroyables. Alors, à propos de l'accord. Paiement intégral. Les 47 millions, plus de blocage. Notre conseil s'est réuni ce matin et a accepté à l'unanimité de procéder. Les 20 millions restants ont été transférés sur mon compte. En une semaine, j'étais officiellement multimillionnaire. Mais plus important encore, j'avais retrouvé ma réputation. J'avais prouvé la vérité. Et je m'étais défendu d'une manière que je n'avais jamais faite auparavant. 6 mois se sont écoulés. J'étais assise dans mon nouveau bureau au siège de Morotech, dans le centre-ville de Lyon. La lumière du soleil printanier entrait à flot par des fenêtres allant du sol au plafond. Mon titre était conseillère principale, mais mon rôle était plus que ça. J'aidais à intégrer la culture de Vision Tech dans la plus grande entreprise, en veillant à ce que notre mission originale de soutien aux petites entreprises reste centrale. L'équipe était passée à 200 employés répartis dans 3 régions. Je regardais ce que j'avais construit continuer à prospérer et à évoluer, maintenant avec des ressources que je n'aurais jamais pu fournir seul. Une notification de mail est apparue sur mon écran. Une invitation de l'INSEAD. Ils voulaient que je parle à leurs étudiants en MBA de l'entrepreneuriat, de la résilience et de la création d'entreprises à partir de rien. J'ai souri et j'ai tapé mon acceptation. C'était le genre de reconnaissance qui comptait vraiment pour moi maintenant. Ma relation avec ma mère s'était complètement transformée. Nous dînions ensemble tous les jeudis soirs, juste nous deux. Maman avait emménagé dans un bel appartement dans le quartier de la Presqu'île, que j'avais aidé à trouver et proposé de payer, bien qu'elle ait insisté pour couvrir la moitié du loyer avec l'argent de son travail à temps partiel dans une galerie d'art. Elle était plus heureuse que je ne l'avais jamais vue, libérée du poids d'un mariage brisé et d'années de secrets. Elle avait demandé le divorce à papa il y a 3 mois. C'était à l'amiable, ou aussi à l'amiable qu'un divorce peut l'être. Ils étaient tous les deux soulagés, je pense. Papa était une autre histoire. Il avait vendu son cabinet comptable pour payer ses dettes restantes et avait intégré un programme de traitement en résidence pour la dépendance au jeu. Il était sobre de jeu depuis 3 mois, participant à des réunions 2 fois par semaine. Nous nous rencontrions 1 fois par mois pour un café, généralement dans un café calme près de son nouvel appartement à Villeurbanne. Nos conversations étaient encore parfois maladroites, mais elles étaient réelles, honnêtes. Il apprenait à écouter au lieu de faire la leçon. Apprenait à poser des questions sur ma vie au lieu de parler de la sienne. Ce n'était pas la relation père-fille dont j'avais rêvé enfant. Mais c'était quelque chose, et c'était construit sur la vérité, ce qui la rendait plus forte que ce que nous avions avant. Benoît m'avait surprise. Avec mon aide, il a trouvé un emploi dans une petite start-up technologique à Lyon, travaillant dans le développement commercial. Niveau débutant, bas salaire, mais il venait tous les jours et travaillait dur.
Nous n'étions pas proches, ne le serions probablement jamais, mais nous pouvions dîner ensemble sans tension. Il s'était excusé plusieurs fois, et je croyais qu'il le pensait. Il apprenait l'humilité à la dure, ce qui était probablement la seule façon pour lui de l'apprendre. J'ai utilisé 5 millions d'euros de la vente pour créer le fonds d'entrepreneuriat féminin Élan. La mission était simple, soutenir les femmes qui créent des entreprises, en particulier celles qui n'ont pas de soutien familial ou d'accès traditionnel au capital. Nous fournissions des subventions allant jusqu'à 50 000 euros à 50 fondatrices chaque année, ainsi que du mentorat, des ressources et des connexions. J'en mentorais personnellement 10, rencontrant chacune d'elles chaque mois pour discuter des défis, célébrer les victoires et fournir des conseils. Transformer ma douleur en objectif m'a donné plus de satisfaction que n'importe quelle somme d'argent ne pourrait jamais le faire. Ma vie personnelle avait également changé de manière inattendue. Grégoire Moreau et moi nous étions rapprochés au fil des mois. Cela a commencé par des réunions professionnelles qui se sont transformées en longues conversations au dîner. Il était gentil, brillant et respectait mon indépendance. Nous avons commencé à nous fréquenter il y a 3 mois, en prenant les choses lentement. Pas de précipitation, pas de pression, juste 2 adultes qui appréciaient la compagnie de l'autre et partageaient des valeurs similaires. Ce n'était pas une romance de conte de fées, mais c'était réel. Et après tout ce que j'avais traversé, le réel était exactement ce dont j'avais besoin. Mais plus que tout changement externe, la plus grande transformation était interne. J'ai passé tant d'années à essayer de me prouver à des gens qui ne me verraient jamais. Je pensais que si je travaillais assez dur, que j'accomplissais assez, que je réussissais assez, mon père finirait par me respecter. Mon frère finirait par me reconnaître. Ma famille finirait par me célébrer. Mais j'ai appris quelque chose de crucial. On ne peut pas gagner le respect de gens qui ne sont pas disposés à le donner. Et on ne devrait pas avoir à le faire. Les gens qui vous aiment vraiment vous soutiendront dès le début. Ils applaudiront vos petites victoires et croiront en vous quand vous ne croyez pas en vous-même. Ceux qui n'apparaissent qu'après votre succès, après que vous vous soyez prouvé, après qu'il y ait quelque chose à gagner pour eux, ils ne méritent ni votre temps ni votre énergie. J'ai appris à construire ma vie autour de personnes qui voyaient ma valeur avant que le monde ne la voie. Ma mère, qui a toujours cru en moi, même quand elle ne pouvait pas le dire à voix haute. Sarah, qui a tout laissé tomber pour m'aider à me battre. Les premiers employés de Vision Tech qui ont tenté leur chance avec une entreprise inconnue. C'étaient mes gens. J'ai aussi appris que le silence n'est pas une faiblesse. La nuit où papa m'a dit de ne pas venir à l'anniversaire de maman, je n'ai pas discuté ni ne me suis défendu. J'ai simplement dit, je comprends. Et je suis parti. J'ai laissé mon succès parler de lui-même, et il a parlé plus fort que n'importe quel argument n'aurait pu le faire. Parfois, la réponse la plus puissante est de continuer à construire, à accomplir, à avancer pendant que d'autres gaspillent leur énergie à essayer de vous démolir. Le pardon, j'ai découvert, ne signifie pas oublier. J'ai pardonné à mon père les années de négligence et de favoritisme. J'ai pardonné à Benoît sa jalousie et sa volonté de me blesser pour de l'argent. Mais je n'ai pas oublié comment ils m'ont traité. Je ne pouvais pas. Ces souvenirs ont façonné qui je suis devenu. Ils m'ont appris la résilience, l'autonomie et l'importance de m'entourer de personnes qui se soucient sincèrement. Le pardon m'a permis de laisser aller une colère qui empoisonnait mon propre bonheur. Mais me souvenir m'assurait que je ne laisserais plus jamais personne me traiter de cette façon. Les limites, j'ai appris, ne sont pas seulement saines, elles sont essentielles. La plus grande leçon, cependant, était celle-ci, votre famille ne vous définit pas. Vos choix le font. Votre éthique de travail le fait. Votre caractère le fait. Votre intégrité le fait. Je suis né dans une famille qui ne m'appréciait pas, mais j'ai choisi de m'apprécier moi-même. J'ai choisi de travailler plus dur que n'importe qui d'autre. J'ai choisi de croire en ma vision quand personne d'autre ne le faisait. Et ces choix ont créé la vie que j'ai maintenant. Pas la chance, pas les privilèges, pas les relations familiales, juste des choix faits un par un, jour après jour, année après année. Je me tenais près de la fenêtre de mon bureau, regardant maintenant l'horizon de Lyon alors que le soleil se couchait dans des tons d'orange et de rose. J'ai pensé à cet appel téléphonique il y a 6 mois. Ne viens pas gâcher l'anniversaire de ta mère. J'ai souri parce que j'ai réalisé quelque chose. Je n'ai rien gâché. Je me suis libéré. Libre du besoin de leur approbation. Libre du poids d'être invisible. Libre de construire une vie qui était entièrement, authentiquement la mienne. Mon téléphone a vibré avec un message texte.
C'était d'une jeune femme nommée Emma, l'une des entrepreneuses que je mentor à travers le fonds Élan. Son message disait « Chloé, je viens de signer mon premier grand client, un contrat de 100 000 €. Je n'aurais pas pu faire ça sans que tu crois en moi quand personne d'autre ne le faisait. Merci d'avoir vu quelque chose en moi que je ne pouvais pas voir moi-même. » J'ai souri et j'ai répondu rapidement. Emma, j'ai vu ce qui a toujours été là. Continue. Tu ne fais que commencer. Crois en toi. C'est tout ce dont tu as vraiment besoin. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai rassemblé mes affaires. Je retrouvais maman pour le dîner dans 30 minutes. Ensuite, Grégoire et moi allions voir une pièce à l'Opéra National de Lyon. Ma vie était pleine d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'argent, le succès ou le fait de prouver à quelqu'un qu'il avait tort. Elle était pleine parce qu'elle était la mienne, construite selon mes propres termes, remplie de personnes qui se souciaient sincèrement de moi, alignées sur des valeurs qui comptaient. La vie n'était pas parfaite. J'avais encore des jours difficiles. Je ressentais encore parfois cette vieille douleur familière de vouloir l'approbation de mon père même si je savais que je n'en avais plus besoin. Je faisais encore face à des doutes, des peurs et au traumatisme persistant d'années passées à me sentir invisible. Mais j'avais aussi de la joie, une joie réelle, profonde, méritée. Le genre qui vient du fait de savoir que vous avez survécu à quelque chose de difficile et que vous en êtes sorti plus fort. Le genre qui vient de l'utilisation de votre douleur pour aider les autres. Le genre qui vient de vivre authentiquement au lieu de jouer pour un public qui ne vous appréciera jamais. Si vous lisez ceci, si vous écoutez cette histoire et que vous vous sentez invisible en ce moment, je veux que vous m'entendiez clairement. Si vous avez l'impression que personne ne croit en vous, que votre famille ne voit pas votre valeur, que vous travaillez 2 fois plus dur pour la moitié de la reconnaissance, j'ai besoin que vous sachiez quelque chose. Croyez en vous d'abord. C'est suffisant. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour être génial. Vous n'avez pas besoin de la validation de personne qui refuse de la donner. Vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin en vous. La force, l'intelligence, la détermination, la valeur. Tout est là. N'attendez pas que quelqu'un vous découvre. N'attendez pas que quelqu'un investisse en vous. N'attendez pas que quelqu'un vous dise que vous êtes assez bon. Commencez maintenant, avec les ressources que vous avez. Construisez quelque chose, créez quelque chose, devenez quelque chose. Non pas pour prouver aux autres qu'ils ont tort, mais pour vous prouver que vous aviez raison. Pour vous montrer de quoi vous êtes capable lorsque vous cessez d'attendre la permission et que vous commencez à agir. Le succès ne consiste pas à faire en sorte que les gens qui ont douté de vous se sentent mal. Il s'agit de vous prouver que vous aviez raison de croire en vos rêves quand personne d'autre ne le faisait. Il s'agit de se réveiller chaque jour et de se choisir soi-même, de choisir sa vision, de choisir de continuer même quand c'est difficile. Et ce sera difficile. Il y aura des moments où vous voudrez abandonner. Quand le rejet semblera trop lourd, quand le doute s'insinuera et chuchotera que peut-être tout le monde avait raison à votre sujet. Dans ces moments-là, souvenez-vous pourquoi vous avez commencé. Souvenez-vous de ce que vous construisez. Souvenez-vous que les gens qui vous ont laissé tomber ne peuvent pas définir vos limites. Et quand vous réussirez enfin, quand votre travail acharné paiera et que les gens voudront soudainement être associés à votre succès, ne les laissez pas réécrire l'histoire. Ne les laissez pas prétendre qu'ils vous ont soutenu depuis le début. La vérité compte. Votre histoire compte. Les nuits où vous avez pleuré seul comptent. Les fois où vous avez failli abandonner mais ne l'avez pas fait compte. Les gens qui ont cru en vous depuis le début comptent. Honorez cette vérité. Protégez cette histoire parce qu'elle est la vôtre. Je n'avais pas besoin de la permission de mon père pour réussir. Je ne l'ai jamais eu, et vous non plus. Quel que soit le rêve que vous portez, quelle que soit la vision qui vous empêche de dormir la nuit, quelle que soit la chose impossible que vous pensez ne pas pouvoir accomplir parce que personne dans votre vie ne vous soutient, je suis là pour vous dire, allez-y, construisez-le quand même. Laissez les sceptiques douter. Laissez les critiques critiquer. Laissez les membres de la famille qui devraient vous soutenir continuer à vous ignorer. Rien de tout cela ne change ce dont vous êtes capable. Rien de tout cela ne diminue votre potentiel. Rien de tout cela n'a de pouvoir sur votre avenir, sauf si vous lui en donnez. La femme que j'étais il y a 6 mois aurait eu peur de tenir tête à mon père, d'exposer la vérité publiquement, de tout risquer pour la justice. Mais la femme que je suis devenue à travers ce feu est plus forte que je ne l'aurais jamais imaginé. Non pas parce que le feu n'a pas fait mal, il l'a fait, mais parce que je l'ai traversé quand même.
Parce que j'ai choisi la vérité plutôt que la paix. Parce que j'ai choisi le respect de moi-même plutôt que l'approbation de la famille. Parce que je me suis choisi, enfin, après une vie à être le dernier choix de tout le monde. Voici donc mon dernier message à tous ceux qui ont besoin de l'entendre. Vous êtes suffisant, maintenant, tel que vous êtes. Avec les ressources que vous avez ou n'avez pas, l'éducation que vous avez eue ou non, le soutien familial qui existe ou n'existe pas, vous êtes suffisant pour commencer. Vous êtes suffisant pour essayer. Vous êtes suffisant pour construire quelque chose de significatif. Ne laissez personne vous convaincre du contraire. Ni vos parents, ni vos frères et sœurs, ni la société, ni même la voix dans votre propre tête qui ressemble parfois à un mélange de tous. Commencez où vous êtes. Utilisez ce que vous avez. Faites ce que vous pouvez. Et quand les gens vous demanderont comment vous avez fait, quand ils vous demanderont où vous avez trouvé la force, le courage ou les ressources, dites-leur la vérité. Vous l'avez trouvée en vous-même, parce que c'est laquelle a toujours été. C'est laquelle est encore. C'est laquelle sera toujours, attendant que vous la reconnaissiez, la revendiquiez et l'utilisiez pour construire la vie que vous méritez.